Bien la distinction. Parce que vous avez les petits bouquets à tiges courtes qui se vendaient sur des petites charrettes, des petits étals dans la rue. Et avec l'hybride de thé qui apparaît, je vous dis, à partir de 1867, il va y avoir des roses qui ont des grandes tiges avec ce grand bouton élégant. Et la longueur de la tige, les grands bouquets, va devenir un critère distinctif. Et sur la Côte d'Azur, parce que les roses hybrides d'été ont été beaucoup produites sur la Côte d'Azur à ce moment-là, elles ont été effectivement produites pour être vendues, mais dans les grands hôtels de la Côte d'Azur, où toute l'aristocratie européenne venait passer des séjours sur la Côte d'Azur en hiver. Donc vous avez une demande d'une clientèle extrêmement aisée pour ces grands bouquets. Donc on va voir apparaître une distinction entre les bouquets de l'aristocratie de la Côte d'Azur et puis les petits bouquets qui se vendent dans les rues de Paris, avec une production qui va se développer avec le train des roses entre la région de Seine-et-Marne, autour de Grésy-sur-Suine, Mandres-les-Roses, un train qui va alimenter les halles. Et d'ailleurs, dans Zola, on doit en trouver des descriptions. Dans le ventre de Paris. Rosa ne cessait de boire que pour chanter, et de chanter que pour boire. C'est le dernier, tu sais. J'aurais voulu habiter près de Mandres, où nous étions allés nous promener un jour et où on cultive les roses. Depuis, quand par hasard, ayant dîné à Paris avec Marthe, nous reprenions le dernier train, j'avais respiré ces roses. Dans la cour de la gare, les manœuvres déchargent d'immenses caisses qui embaument. J'avais toute mon enfance entendu parler de ce mystérieux train des roses, qui passe à une heure où les enfants dorment. Les fleurs vont être toujours, partout, associées à un mécanisme d'ostentation sociale, en fait. On montre le rang que l'on a en dépensant des fleurs, et les fleurs sont intéressantes parce que contrairement à l'or ou les bijoux, ça ne se garde pas. C'est-à-dire, c'est une dépense qui ne peut même pas s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire que si je dépense telle somme d'argent en pétales de rose, par exemple, je sais que c'est un moment pour une cérémonie, par exemple, et dès le lendemain, tout ça aura disparu. Tout l'argent dépensé aura disparu. Et les fleurs, c'est pour ça qu'on les retrouve partout, dans toutes les cultures où il y a ces sociétés hiérarchiques. Les fleurs apparaissent et sont omniprésentes parce que c'est un moyen extrêmement efficace de montrer son rang et sa capacité financière. Cet engouement pour les roses va se démocratiser et s'accompagner de toute la création d'un monde social autour des roses, parce que ça va être aussi un monde de savants, de personnes qui se passionnent pour les roses, des associations. La Société nationale d'horticulture se crée, je crois, en 1830, et la première section, c'est une section de roses. C'est pas anodin. Et vous avez donc des sociétés savantes, d'horticulteurs, des concours qui vont se créer surtout à la fin du 19e, des concours de roses pour évaluer les roses. Parce que vous avez un monde foisonnant qui est très français, mais pas que français, parce qu'il y a aussi en Angleterre, un peu en Allemagne, mais c'est parti beaucoup de la France pour la première moitié du 19e. La rose de charbon était un phénix nègre que la poudre transformait en rose de feu, mais sans cesse issue des corridors ténébreux de la mine, où les mineurs la recueillaient avec respect pour la transporter au jour dans sa gangue d'anthracite, la rose de charbon veillait aux portes du désert. La rose de papier buvard saignait parfois au crépuscule quand le soir à son pied venait s'agenouiller. La rose de buvard, gardienne de tous les secrets et mauvaise conseillère, saignait un sang plus épais que l'écume de mer et qui n'était pas le sien. Lyon a été la capitale de la création variétale internationale au tournant du 19e et du 20e siècle, avec de très grands obtenteurs, dont Pernet-Duché. Pernet-Duché qui est allé aux États-Unis, quand même, faut pas à cette époque-là. Une des particularités des rosiéristes, c'est pas que français, mais on le voit, on l'a étudié, en particulier pour les rosiéristes lyonnais, c'est que ce sont des familles transgénérationnelles. C'est des transmissions
par les fils, mais aussi par les filles, avec des veuves célèbres, veuve Duché, veuve Schwartz. Et les transmissions sont des transmissions à des fils biologiques, mais peut-être à un gendre. Enfin, un gendre, en fait, c'est un ancien apprenti talentueux qui épouse la fille du patron. Vous avez des transmissions de ce type qui permettent de renouveler le milieu. Et la Première Guerre mondiale a été terrible pour les obtenteurs français. Pernet-Duché a perdu ses 2 fils. Donc il a été obligé de vendre à un autre concurrent qui s'appelle Gaujard à Lyon. Il avait 2 successeurs et ses 2 fils sont morts à la guerre. On a des témoignages aussi, par exemple, de la famille Meillan qui raconte qu'il fallait faire l'effort de guerre, il fallait participer à l'effort de guerre et nourrir la nation. Donc ils ont arraché les rosiers de production, ils ont été jusqu'à arracher les collections de géniteurs. Là on a une variété horticole très connue, il s'appelle Albertine. C'est un rosier très parfumé, voilà, du début du XXe siècle. Les boutons sont d'un rose bien soutenu et puis elle s'ouvre rose avec une petite tonalité d'abricot. Et c'est une des roses les plus parfumées du jardin et curieusement, elle sent plus de loin que de près. C'est-à-dire qu'elle a un parfum dominant. C'est étonnant de voir comment les effluves de cette rose albertine se transportent très loin, sur plusieurs dizaines de mètres. Il y a eu un arrêt de la création variétale, parce qu'il fallait se redresser les entreprises. Malraux, un ingénieur qui travaillait au chemin de fer, passionné d'hybridation, qui hybridait dans son petit jardin. Et ça, c'est un événement biographique pour des familles d'obtenteurs, parce que Malraux, un jour, il a invité toutes les familles de rosieristes professionnels qui avaient des héritiers. Il leur a dit, vous venez avec vos fils. Il leur a montré ce qu'étaient ces carrés d'hybridation, comment ils faisaient pour créer des roses, qui remportaient plein de concours dans les concours internationaux. Et Francis Meillan raconte que pour lui, ça a été une révélation. Il a découvert l'obtention parce que dans sa famille, ils avaient fait de la création variétale. Ils n'avaient plus les moyens de le faire, ils étaient en train de remonter l'entreprise. Et à ce moment-là, il s'est pris de passion pour la création variétale et c'est devenu un très grand obtenteur. Et Malraux a présenté Francis Meillan à Conarpaille, une association entre la famille Meillan et l'entreprise Conarpaille qui perdure depuis cette époque. Monsieur Alain Meillan, justement la guerre, votre père a créé une rose qu'il a appelée Madame Antoine Meillan du nom de sa mère, je crois. C'est cela, oui. Les Allemands arrivaient, Oui. Il a eu le temps, je crois, de donner quelques boutures, boutures en Italie, en Allemagne même, je crois. En Allemagne et au consul des États-Unis à Lyon. Et puis finalement, après la guerre, les choses étant redevenues normales, les relations normales, il a appris que la rose en Italie s'appelait Gloria Dei, qu'en Allemagne elle s'appelait Gioia, et qu'en Amérique on l'avait baptisée tout simplement la rose de la paix, parce que elle était, disons qu'elle a été en fait remarquée dans un concours le jour de la chute de Berlin. Et c'est un symbole qui maintenant est attaché à la vie et des roses. C'est notre sainte rose, si je puis dire, car c'est la première qui est devenue populaire. On en trouve dans tous les jardins du monde, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Dans le monde entier, il y a des roses de la paix. Entre le milieu de l'entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale, on va voir un ensemble de voyages de rosieristes français qui vont aux États-Unis. Alors Francis Meillan, il va aller aux États-Unis, plus tard Georges Delbar, Gaujard. Donc vous voyez, les États-Unis devient le modèle productif et le modèle de commercialisation et le modèle des brevets. Alors c'est la production intensive de très grands champs, de quelques variétés, et c'est leur commercialisation massive, avec du marketing. Le terme n'est pas d'époque, mais avec une publicité offensive avec des catalogues en couleur. Des immenses exploitations, de très très grandes productions de roses, très fordistes, c'est-à-dire une production intensive, beaucoup d'intrants, de produits chimiques que l'on pulvérise par avion. C'est un modèle extrêmement influencé par le taylorisme, le fordisme et le taylorisme. Well, the fact is, miss, we planted the white roses by mistake. And The queen, she likes them red. If she's so white instead, she'd raise a fuss, and each of us would quickly lose his head. Goodness! Who's
been painting my roses red? Who's been painting my roses red? Les plantes, pour les créer, c'est extrêmement long. Effectivement, pour créer une rose, ça met 6 à 10 ans. Vous voyez. Alors, si c'est des arbres, c'est encore plus long.